Alors, bon, nous allons continuer avec le grand 2, qui est la diffusion et l'enracinement d'une culture républicaine. C'est-à-dire que le but est de faire des Français des citoyens républicains et non plus des sujets d'une monarchie. Je rappelle que en fait, les Français ont été des sujets, qu'ils ont fait la Révolution française en 1789, mais que malgré cela, en fait, très vite, la monarchie est revenue, enfin l'Empire d'abord, puis la monarchie. Ils ont eu une deuxième expérience de république en 1848, mais très vite elle est revenue vers un régime autoritaire. Donc les Français ne sont pas encore très habitués avec la culture républicaine, avec la République. Ce n'est pas leur fonctionnement normal. Donc il va falloir prendre des mesures pour faire que les gens qui étaient des sujets habitués à obéir deviennent des citoyens qui jouissent pleinement de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Alors tout d'abord, grand A, cette culture républicaine se diffuse par l'adoption de lois qui vont permettre les libertés. Donc, grand A, les libertés. Tout d'abord, en 1881, la loi de la liberté de la presse est votée. Ça veut dire que la presse est libre de son expression. Elle peut parler de ce qu'elle veut, dans les termes qu'elle veut. Donc ça permet la création d'une opinion publique, puisque les gens vont commencer à lire les journaux, vont s'informer davantage et vont développer des idées politiques, ce qu'ils n'avaient pas avant. Deuxième point, l'État décide que le citoyen a le droit de se défendre en justice. Le sujet n'était pas libre de se défendre lui-même et il était soumis à une justice qu'on disait arbitraire, c'est-à-dire où c'était l'État qui décidait. Tais-toi et obéis. Là, il devient un de ses droits élémentaires de pouvoir se défendre lors d'un procès. Et je vous assure, monsieur le policier, mon client est innocent. Troisième point, l'État vote également la liberté de réunion, ce qui permet aux gens de se réunir et de discuter entre eux, alors qu'avant c'était interdit. Puis en 1884, le gouvernement vote la loi Waldeck-Rousseau qui autorise les groupes d'ouvriers à s'organiser en syndicats pour se défendre face à leurs patrons et faire valoir leurs intérêts. En 1901 est votée une loi importante qui est la loi sur la liberté d'association. Donc non seulement réunion mais aussi association, c'est-à-dire que des associations peuvent se former et ce sont des groupes qui ont une existence institutionnelle avec donc un bureau, un président, etc. Alors ça c'est important en politique parce que ça va permettre la constitution de véritables partis politiques. Avant ça n'existait pas, c'était des mouvements, c'était pas très organisé. Avec la loi 1901, les partis politiques peuvent se structurer, peuvent avoir un financement, peuvent avoir une existence légale. Bien entendu, point suivant, eh bien, le citoyen dispose du suffrage universel pour élire ses représentants, mais toujours pas de droit de vote pour les femmes. Alors ça, c'est toujours le point négatif de la République française jusqu'en 1944, c'est-à-dire on octroie certes des libertés, des droits, etc., mais seulement aux hommes. Les femmes ne sont pas considérées comme des acteurs politiques majeurs. Désolé, ma petite dame, le vote, c'est pas pour vous. Rentrez chez vous. Pourquoi ça n'avance pas pour les femmes? Eh bien, c'était ce qu'on avait vu déjà un petit peu avec le cas de George Sand. Son argumentation continue d'être reprise par les hommes politiques. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai expliqué dans la première partie que les républicains deviennent ce qu'on appelle anticléricaux, c'est-à-dire qu'ils sont contre l'Église, contre l'influence du clergé sur la population. Or, les républicains pensent aussi que les femmes, qui sont souvent à la messe et qui sont très religieuses, en général plus que les hommes, eh bien, sont manipulées par le clergé. Donc, ils ne veulent pas donner le droit de vote à des femmes qui seraient manipulées par l'Église pour servir ses propres intérêts. Et donc, du coup, ils refusent pour l'instant de donner le droit de vote aux femmes. Enfin, un dernier point, les maires dans les communes ne seront plus nommés par les préfets, mais seront élus par les conseils municipaux. Alors ça, c'est l'idée de rapprocher un petit peu le pouvoir des campagnes, de donner un petit peu plus de poids aux citoyens des campagnes et de leur montrer que c'est eux-mêmes au final qui vont choisir leur maire et non plus l'État.
Grand B maintenant, le deuxième moyen pour enraciner la culture républicaine, c'est l'adoption de symboles importants. Je rappelle que l'on est dans une société où beaucoup de gens ne savent pas encore lire, donc certes la liberté de la presse va permettre à beaucoup de gens d'accéder aux informations, aux médias, mais beaucoup de gens ne savent pas lire. Donc il faut des symboles forts, il faut des éléments visuels ou auditifs pour que la population puisse assimiler la République à des symboles. La Troisième République conserve donc le drapeau tricolore qui date de la Révolution française. Puis elle va adopter de nouveaux symboles. Le premier symbole, c'est donc l'hymne national qui est la Marseillaise. Alors, cette Marseillaise, donc elle est choisie comme hymne national en 1879. C'est un chant révolutionnaire, donc elle fait référence à la Révolution française. Et c'est également un chant guerrier qui affirme la puissance militaire en fait de la France. Deuxième point, donc deuxième symbole choisi, c'est la fête nationale qui est choisie en 1880 et qui sera le 14 juillet. Alors, le 14 juillet, elle a double sens. C'est-à-dire que premièrement, bien, elle est le jour de la prise de la Bastille par le peuple de Paris. Donc on avait dit dans le chapitre sur la Révolution que c'était la journée qui symbolisait l'engagement du peuple en politique et la première fois où le peuple joue un rôle majeur en politique. Deuxièmement, elle a aussi une autre signification, c'est qu'elle célèbre ce qu'on a appelé la fête de la Fédération. Donc en 1790, un an après la prise de la Bastille, Robespierre avait organisé une grande fête et il avait appelé ça la fête de la Fédération. C'est-à-dire ça célébrait certes le 14 juillet la prise de la Bastille, mais aussi c'était l'idée de réunir tout le peuple autour d'une même fête, d'un même objectif. Donc ce 14 juillet, c'est l'idée d'une date qui va réunir le peuple. Et troisième point, la Marianne. Alors la Marianne, je rappelle, ce n'est pas un personnage qui existe, elle est ce qu'on appelle une allégorie. C'est-à-dire que c'est un personnage physique qui représente une idée abstraite. La Marianne, elle représente la République, d'accord ? Elle ne représente pas la liberté, attention, c'est pas la même chose, elle représente bien la République. Donc, à partir des années 1880, Marianne étant la représentation de la République, eh bien on fait fabriquer des bustes de Marianne que l'on va installer dans toutes les mairies de France. Les symboles importants, c'est vénérer les héros de la République. Et donc, par exemple, c'est organiser des funérailles nationales au grand poète Victor Hugo, qui a été une figure majeure du 19e siècle en politique, aussi bien qu'en littérature. Il est considéré comme un personnage important de la République et donc on lui offre des funérailles grandioses nationales. Donc ça c'est l'objet d'un point de passage obligatoire également sur lequel vous allez faire l'exercice qui se trouve dans le livre. Enfin, dans un grand C, nous allons voir comment la mise en place de l'école républicaine va permettre de former des nouveaux citoyens et des citoyens patriotes. Donc grand C, école et patriotisme. Premier point d'abord, Jules Ferry et la question de la réforme scolaire. Il va mettre en place donc l'école gratuite et obligatoire par les lois scolaires de 1881 et 1882. Cette école gratuite et obligatoire, ça va permettre aux enfants, tous les enfants français, d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et donc ça va avoir un effet, comme je l'avais dit déjà dans une première partie, sur la lecture de la presse, sur l'importance des médias dans la société. Ça va aussi leur permettre donc, de développer le patriotisme, parce qu'à l'école, par exemple, on ne va pas apprendre juste à lire, écrire, à compter, mais on va aussi apprendre l'histoire et la géographie, par exemple, de la France. Et l'idée étant de faire connaître le pays entier aux enfants, qui en général ne bougent pas trop de leur village à cette époque, et donc ne connaissent pas la France. Et il faut développer un esprit national, leur faire comprendre ce qu'est la nation française pour qu'ils adhèrent à la République, pour qu'ils puissent apprendre à réfléchir et à se comporter comme des citoyens, parce qu'ensuite ils iront voter. Donc ça c'est important. Un deuxième élément
qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut développer le patriotisme de ces enfants, c'est-à-dire l'attachement à la patrie française et aussi la capacité à se mobiliser pour la défendre. Donc l'école insiste beaucoup sur le fait que l'Allemagne a pris l'Alsace et la Lorraine. Alors, Janine, quelle région l'Allemagne nous a volée en 1870? L'Alsace et la Lorraine, monsieur! Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut être prêt à faire pour les récupérer? Monsieur, moi! Oui, À se battre, monsieur! très bien. Les enfants devront un jour peut-être être des soldats prêts à aller se battre pour récupérer l'honneur de la nation française. Donc l'école prépare aussi les enfants à devenir de futurs soldats. Par exemple, d'ailleurs, les petits garçons font des exercices de tir au fusil à l'école pour apprendre à devenir de futurs soldats. Pendant que les filles font de la couture, les garçons doivent faire des exercices de tir pour s'entraîner à être de futurs soldats. Cette école aussi, enfin, elle a pour but de mettre en place une certaine égalité entre les enfants, puisque avant, seuls les enfants des familles élitistes, riches, pouvaient apprendre à lire, à écrire et à lire des livres importants. Et là, du coup, tous les enfants seront sur un pied d'égalité. Deuxième point, l'école va devenir une école laïque. La laïcité scolaire va être mise en place entre 1882 et 1886. Donc en 82, les écoles deviennent des écoles laïques, c'est-à-dire où il n'y a plus d'enseignement religieux, où on n'enseigne plus la religion catholique, qui est toujours la religion officielle de l'État français à cette époque, mais on enlève donc les crucifix des écoles. Et en 86, les instituteurs doivent être des personnes laïques, c'est-à-dire on ne peut plus avoir des membres du clergé qui enseignent à l'école. Le but de la laïcité, c'est quoi? Eh bien, c'est de respecter les croyances de tous et c'est dans un objectif d'égalité. Point suivant, la République met en place un service militaire obligatoire qui dure 2 ans, puis qui se passera à 3 ans juste avant la Première Guerre mondiale. Ce service militaire, il est donc fait, bien entendu, eh bien, pour préparer les citoyens à se battre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Parce que l'Alsace et la Lorraine qui ont été pris par l'Allemagne, eh bien, c'est le leitmotiv de cette République, c'est-à-dire c'est une honte et il est hors de question que cet affront-là reste impuni. Donc la Troisième République n'aura de cesse que de préparer une revanche contre l'Allemagne pour récupérer ces régions-là.